Non, ce que vous voyez là n'est pas une ville, enfin pas une vraie ville, c'est une université. Toutes les images de sport, de rock, de plein air que vous verrez dans ce reportage ont été tournées à l'intérieur de l'immense campus de Stanford. Leland Stanford, milliardaire, a fondé cette université parce que son fils, mort à 15 ans, ne pourrait jamais faire d'études. À l'époque, fin du 19e, on a traité Stanford de mégalo. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des grands bienfaiteurs de la Californie. Palmiers, eucalyptus, pelouse, plus de 13 000 étudiants venus d'une centaine de pays. Pas beaucoup de Noirs, on voudrait en accueillir plus. En revanche, beaucoup d'Asiatiques. Faudra-t-il un jour en limiter le nombre? Quelques dizaines de Français dans les unités scientifiques, et puis Michel Serres, philosophe, qui entre dans le bâtiment du département français pour y faire son cours. Thème de ces conférences, le temps. Mais il y a temps et temps. Nous voici parvenus au terme des conférences de ce printemps. Vous savez qu'elles ont commencé sous le titre « Le temps de la Terre ». Et Margui vous a distribué 2 photocopies qui représentent la globalité du sujet, le sujet terminal, ce vers quoi je me dirige depuis déjà 5 semaines. L'une de ces photocopies représente ce qu'on est convenu d'appeler la map-monde politique. Et la deuxième photocopie représente le globe terrestre. Disons le globe terrestre photographié par satellite. Première remarque, il doit exister dans l'espace autant de points de vue qu'on veut, à partir duquel on peut photographier cet objet concret, réel, qu'est la Terre. Alors que on ne peut pas imaginer qu'il puisse exister un point de vue concret à partir d'où on pourrait photographier la map-monde politique. Personne voyageant en avion ne peut percevoir par le hublot ni l'équateur, ni le cercle polaire, ni les méridiens, ni les parallèles, ni a fortiori les frontières entre les nations. Faut-il alors conclure que cette photographie est celle d'un objet réel et concret et que l'autre est simplement une représentation abstraite? Pas tout à fait. En effet, quoi de plus tragiquement concret que les guerres qui décident des frontières des empires, quoi de plus tragiquement concret que la naissance ou l'effondrement des royaumes, quoi de plus concret que la fortune et la misère des nations représentées là dans la map-monde de type politique. Donc cette map-monde varie. Et elle varie comment? C'est très simple, elle varie selon le temps. Quel temps? Le temps qui passe. Le temps que nous datons, à l'inverse jusqu'à la naissance du Christ et à partir d'un compte positif depuis l'année 0 jusqu'à nos jours. Il existe donc un temps qu'en anglais vous appelez time. Mais le second objet, celui de la deuxième photocopie, varie aussi. Et il varie comment? Bien, ce qui varie, c'est le temps, mais non point dans le premier sens de time, mais au sens du weather. Le premier est une map-monde selon le premier sens du temps. La deuxième est une photocopie ou une photographie selon le deuxième temps, le sens du temps. Temps qui coule pour la carte, temps qu'il fait pour le globe terrestre. Quel est le rapport qu'il existe entre ces deux temps? C'était le sujet de mon cours et je voudrais conclure aujourd'hui sur ce sujet-là. C'est dans ces superbes villas à l'intérieur du campus que logent les professeurs. En règle générale, elles leur appartiennent. Quand ils partent, ils les vendent à leurs successeurs. Les piscines sont derrière, de l'autre côté. René Girard, philosophe, l'auteur de Des choses cachées depuis la fondation du monde, a lui aussi sa villa, sa piscine et, comme tout le monde ici bien sûr, son vélo. Mais, contrairement à Michel Serres, professeur français qui vient 2 fois par an en Californie, René Girard est un prof franco-américain à demeure à Stanford. Vous avez choisi les États-Unis en quelle année à peu près? 1947. Bon, et vous êtes à Stanford depuis quelle année? 1980.
Oui, alors, entre 47 et 80, vous avez fait des universités, je suppose. En 47 et 80, oui, j'étais à l'Université d'État d'Indiana. J'étais pendant des années à l'Université Johns Hopkins de Baltimore. J'étais en Caroline du Nord, à Duke University. J'étais dans un collège de jeunes filles près de Philadelphie, à l'Université de New York, à Buffalo. Et vous donnez combien d'heures de cours par semaine? Ça varie, mais j'enseigne 2 trimestres ou 3 par an, c'est-à-dire 6 mois ou 9 mois. Je fais 2 cours par semaine à ces moments-là de 2 heures chacun. Oui, donc ça vous laisse du temps pour vos travaux personnels. Beaucoup de temps, oui. Et donc là, vous pouvez écrire vos livres. Très bien. Et donc vous avez quitté... Pourquoi avez-vous quitté la France il y a si longtemps? Maintenant, vous êtes citoyen américain. J'ai les 2 citoyennetés. Je suis citoyen américain et citoyen français. Vous êtes marié à une américaine, vous avez des enfants américains. Des enfants américains, oui. Mais enfin, des enfants qui sont tous bilingues, et c'est un gros travail, je vous assure, que de rendre des enfants bilingues aux États-Unis. Moins difficile d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'années. Mais est-ce que pour les Français qui vous connaissez, notamment les Français d'Avignon, puisque vous êtes d'Avignon, est-ce que vous n'avez pas été considéré d'une certaine manière comme un traître? Oh, peut-être un peu par certains. Écoutez, ceux qui me considèrent comme un traître ne me le disent pas, peut-être directement, mais sans doute. Vous croyez qu'aujourd'hui on peut être traître Non, mais il y a 40 ans, si. Il y a 40 ans peut-être, oui. Parce qu'il y a 40 ans... Oui, en fait, il ne me l'a pas dit lui-même, mais parmi mes premières connaissances littéraires, il y avait René Char. Et paraît-il, René Char m'a critiqué, pensait qu'il ne fallait pas partir aux États-Unis. Mais il y a donc 2 hommes en vous. Il y a le français et puis l'américain. Alors, évidemment, ces 2 hommes, ces 2 hommes, évidemment, font René Girard, mais est-ce que ces 2 hommes, parfois, ne s'opposent pas l'un à l'autre? Non, vraiment pas, parce que pour moi, l'Amérique, essentiellement, c'est le système universitaire. Et le système universitaire, ici, est tellement cosmopolite, tellement international, comment dirais-je, qu'il ne pèse jamais, où il vous permet d'être totalement français dans votre carrière. Vous voyez, parce que moi, ma carrière littéraire, si l'on peut dire, enfin ma carrière, qui n'est pas une carrière d'érudit, mais d'essayiste, s'est déroulée à peu près totalement en France. Je publie des articles, si on me fait des offres aux États-Unis, dans des universités, c'est à cause de ce que j'ai publié en France, ce qui est quand même assez extraordinaire. Mais si j'étais un Allemand, ça se passerait de la même manière avec Francfort, Berlin et les maisons d'édition allemandes. Alors, si je vous entends bien, ça veut dire que c'est parce que vous avez publié des livres en France, vous avez publié des articles en France, que les Américains, au fond, vous ont découvert alors que vous viviez déjà chez eux. Voilà. Voilà, c'est ça. Autrement dit, c'est la France et la langue française qui vous ont donné ce lustre, Bien sûr, je me sens totalement français. Cette renommée maintenant qui sont les vôtres. Je pense que l'Amérique, bien comprise, vous enseigne à être européen et français. I had a hard run, running from your window. All night running. Lord, I wonder if you care. On bosse dur à Stanford. Les ordinateurs, en veux-tu, en voilà. Il est aussi facile d'accéder à une console d'ordinateur que d'emprunter un stylo à billes. Et puis alors, étonnant, fascinant, extravagant, plusieurs dizaines de statues de Rodin, dont les bourgeois de Calais, dont la porte de l'enfer, et puis tant d'autres chefs-d'œuvre, dans un jardin du campus magnifique et dans un musée attenant. Des Rodin à foison, je vous dis. Et les étudiants, ils trouvent ça tout naturel. Tout ça appartient à l'université. Tout ça appartient à l'université qui, comme vous le savez, est une des universités les plus riches, pas tout à fait la plus riche, mais la 2e ou 3e en fortune. Ouais. Le capital de Stanford est évalué à un peu plus d'$1 milliard. Je dirais volontiers que la différence qu'on pourrait noter sur ce point, sur le point de la richesse entre l'Amérique et la France, ou plutôt l'Europe, c'est que en Amérique, on fait de l'argent avec les choses. L'argent est un but et la chose est un moyen. La chose, c'est-à-dire avec de la terre, des bâtiments, de l'informatique, de l'industrie ou de la recherche scientifique. Vous voyez, la chose est un moyen et l'argent est un but. Je dirais volontiers qu'en Europe,
Ce serait presque l'inverse. L'argent est un moyen et la chose est un but. Avec de l'argent, on a le souci de faire des choses. De sorte que, dans le cas de réussite, et je crois que l'Amérique a parfaitement réussi, l'Amérique a beaucoup d'argent. Et elle est un peu vide de choses. Tandis que l'Europe a peu d'argent, elle est beaucoup plus pauvre, mais elle est pleine de choses. Et voilà la preuve ici même. C'est-à-dire les choses dont nous sommes entourés sont des choses françaises. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est vrai. Bon, ce qui est stupéfiant quand on arrive sur ce campus de Stanford, c'est que c'est une ville. Il y a les pompiers, il y a la poste avec les boîtes postales pour chaque étudiant. C'est une ville. Postale, exactement. Oui, on peut pas dire. C'est fou. Oui. C'est une ville complète avec ses services, ses commerces, sa poste, sa bibliothèque et ainsi de suite. Et même sa production, parce que chaque département de l'université rapporte de l'argent à l'université en passant des contrats avec des industries privées. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au centre du campus, je ne sais pas si ça a été fait exprès, en tout cas, il y a la bibliothèque, ou disons les bibliothèques littéraires et l'église. Alors, parlons d'abord de la bibliothèque. Les bibliothèques sont le centre de l'université. Et on ne pourra jamais assez faire l'éloge des bibliothèques américaines. Elles sont parfaitement organisées, elles sont généralement très riches et très libérales. On peut y entrer, accéder aux rayons. Et lorsque j'étais jeune et que je suis arrivé il y a 20 ans aux États-Unis, je disais à ma femme, je suis un chat maigre à qui on a proposé un poulet rôti entier. Et pour un chercheur, c'est le paradis. C'est ce qu'il y a de mieux dans les universités. Moi, ce qui m'a frappé en visitant ces bibliothèques, c'est l'accès immédiat aux livres. Et en plus, la gratuité. J'ai rencontré un étudiant français qui a fait les photocopies. Pendant 2 mois, il a fait des photocopies de tout ce qu'il désirait, pratiquement pour pas un sou. Et il m'a dit, ça m'aurait coûté en France d'abord beaucoup de temps, probablement plusieurs mois, et beaucoup d'argent. Voilà, les bibliothèques sont très pauvres en France, ça c'est vrai. Et l'Amérique a cru aux livres, elle a cru au savoir et elle a mis son investissement majeur dans les bibliothèques. Et dans la bibliothèque, vous avez non seulement la possibilité de faire des photocopies, etc., mais on peut presque y vivre. On a un bureau particulier, le bureau est dans le rayon de votre spécialité. Il y a des endroits où on peut dormir, des endroits où on peut écouter de la musique, où on peut consulter des journaux, et ainsi de suite. Et au centre de la ville, il y a aussi l'église, et j'ai été frappé de voir l'assistance très nombreuse de jeunes, parce qu'il n'y a que des jeunes ici, à l'office du dimanche, à l'office catholique. C'est exact. Your hand is upon me, protecting me from death, keeping me from harm. Je crois qu'il y a depuis quelques années, d'ailleurs aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, une reprise de la pratique religieuse chez les jeunes. C'est assez frappant et c'est assez marqué. Mais il y a encore une différence ici très remarquable, c'est qu'avec le système de la séparation de l'Église et de l'État, l'université française est parfaitement coupée de la chose religieuse. C'est-à-dire on n'enseigne pas la théologie, on n'enseigne pas ce que les Américains appellent divinité. Tandis qu'au contraire, aux États-Unis et même en Angleterre, l'enseignement de la théologie, de l'histoire des religions et même la pratique religieuse est inséré à l'intérieur de l'université. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons eu la chance d'assister à une représentation d'un groupe de rock qualifié de 68 arts. 68 arts. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire que la révolution de 68 a été mondiale, comme vous le savez, et elle a eu un de ses points d'origine a été Berkeley, qui est une université qui se trouve en face de nous, de l'autre côté de la baie, et qui est restée de tradition 68 arts. Et vous avez vu que c'est Grateful Dead, qui est un groupe de rock, est composé de gens qui ont une cinquantaine d'années et que les étudiants actuels considèrent un peu comme des anciens combattants. Mais il y a une fidélité. Peut-être, mais on n'empêche qu'il y avait beaucoup de jeunes gens d'université et qui étaient là, qui se déhanchaient au rythme de leur papa. Mais l'université est une ville et par conséquent, il y a les commerces, il y a les services, mais il y a aussi les spectacles. Il y a du théâtre, du cinéma et des concerts. Des concerts classiques et des concerts de rock. Sing about hey now, hey now, hey now, hey now, I go on it. Giacomo Fino on a name, Giacomo Fino every morning, hey now, hey now, hey now, hey now, I go on it.
Bon, alors maintenant, venons-en évidemment à la question essentielle à laquelle vous attendez, évidemment, Michel Serres, c'est que vous êtes professeur à la Sorbonne, donc dans une université d'État français, et vous êtes professeur donc à Stanford, dans une université privée américaine. C'est ça. Et vous êtes à même de nous dire quels sont les avantages et les inconvénients des deux systèmes. D'abord, si je suis venu ici, c'est pour 2 ou 3 raisons. D'abord, des raisons de hasard ou circonstancielles. Un professeur américain lit un de vos livres et vous invite, vous acceptez. Et donc, ça fait à peu près 20 ans que je suis ici. Ça, c'est des raisons de hasard. Puis, il y a des raisons plus profondes. D'abord, c'est que la recherche scientifique, aussi bien littéraire que savante, se mondialise. Et par conséquent, il est très difficile pour un chercheur de rester dans sa patrie d'origine. Il faut qu'il voyage. Et il se trouve que j'aime beaucoup les voyages et que de la même façon que j'aime le monde, c'est-à-dire j'aime voir des océans, la banquise, des volcans, des montagnes, etc., je voyage aussi dans les savoirs. C'est-à-dire un philosophe doit passer par les sciences, visite les sciences comme il visite le monde. Et troisièmement, il y a un effort à faire, c'est que la philosophie, c'est la citoyenneté du monde. Ici, vous êtes dans une ville, vous venez de le dire. Mais cette ville n'est pas forcément une ville américaine. Je rencontre ici des Italiens, des Belges, des Philippins, des Japonais, des Australiens. Et il y a, je crois, à peu près 100 nationalités représentées ici. Donc c'est une ville mondiale. La philosophie ou le philosophe doit faire un 3e voyage dans les cultures. Il doit se fondre de plus en plus. Je suis français de langue méridionale et il faut faire l'effort de devenir une autre religion, une autre culture, une autre langue, devenir réellement un citoyen du monde, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, dans Jules Verne, le commandant du sous-marin s'appelle Nemo, ça veut dire personne. Et cela renoue avec la vieille tradition grecque de l'Odyssée, où Ulysse à un moment s'appelle personne. Et à force de voyager dans le savoir, dans le monde et dans les cultures, vous savez, vous vous appelez Bernard Pivot, je doute parfois que je m'appelle Michel Serres. C'est-à-dire, je deviens personne. C'est-à-dire, je me fonds dans la différence des cultures et j'aime autant l'Italie que le Japon, que l'Inde. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à mesure que je deviens personne, c'est-à-dire que le sujet de la pensée philosophique devient universel, je deviens de plus en plus particulier. Et je crois de plus en plus à la langue française, au style particulier de la France. Vous voyez? C'est-à-dire, j'exporte ici toutes les valeurs en m'universalisant, en rentrant, en me fondant dans la totalité des cultures. À mesure que je vieillis, je reviens vers ma propre particularité, je la sculpte avec le plus de singularité possible. Je crois à cette espèce d'équilibre entre la singularité d'un style et d'une attitude et l'universalité que j'apprends ici et que je donne en même temps. Ben voilà un bel éloge de la singularité, de l'universalité du savoir, mais vous n'avez pas répondu à ma question. C'est-à-dire quels sont les avantages et les inconvénients des deux systèmes français et américains de l'université. Autrement dit, qu'est-ce que Stanford vous apporte que vous ne trouvez pas à Paris, à la Sorbonne, et qu'est-ce que la Sorbonne vous apporte que vous ne trouvez pas ici? Alors, ce que m'apporte l'université de Stanford, c'est essentiellement 2 choses. D'abord, un monastère. Vous avez remarqué qu'ici, il y a un cloître. Il y a un cloître. Il y a un cloître. Alors, c'est une ville, mais c'est également un monastère. Savoir que tout est fait pour la recherche, les bibliothèques, le calme, les bureaux, etc. Et par conséquent, je travaille incontestablement mieux ici, parce que je suis fermé, isolé, que je suis un travailleur immigré. Vous voyez? Alors, le travailleur immigré est tout seul. Il est tout seul avec d'autres immigrés. Vous voyez? Bon. Par conséquent, ici, je travaille mieux incontestablement. L'inconvénient, c'est que comme le campus est fermé, il est séparé de la vie courante. Alors l'avantage à Paris, c'est que la Sorbonne étant plongée dans la ville de Paris, les étudiants, nous voyons moins les étudiants, nous vivons moins avec les étudiants, mais ils sont immédiatement mêlés à la vie courante, à la rue, au commerce, et ainsi de suite. Alors, il faut jouer ou la séparation ou la présence, n'est-ce pas? Et plus je vieillis, plus je trouve que les systèmes d'enseignement, au fond, s'équivalent. C'est-à-dire que les forces et les faiblesses ne sont pas au même endroit, mais il y a partout des forces et des faiblesses. Vous savez, on dit beaucoup de mal en France de l'université française. Elle n'est pas si mauvaise qu'on dit. Vous voyez, c'est-à-dire que du point de vue de la qualité, au fond, les choses s'équivalent. Et que l'Europe, en ce moment, a pris un très bon virage au point de vue scientifique, de recherche et d'enseignement. Alors, ce qui est aussi quand même ce qui est stupéfiant pour les Français, c'est le prix
d'une année universitaire à Stanford. Oui, c'est très cher. Si j'ai calculé, ça revient donc pour un étudiant qui paye plein pot, ça revient à 10 000 francs par mois. À peu près. C'est-à-dire que celui qui paie la tuition, c'est-à-dire les inscriptions, l'inscription est évaluée à peu près à 15 000 $ par année. Et sur 4 années, ce qui revient à 60 000 $. Et dès qu'on s'inscrit ici, il faut faire la preuve qu'on pourra payer pendant les 4 années. Cependant, la majorité des étudiants gradués bénéficient d'une bourse. C'est-à-dire celui qui paie à la fois pour lui et aussi pour ceux qui reçoivent la bourse. Alors il y a une sorte de péréquation qui rétablit un peu la justice. Les riches payent d'une certaine manière, partie ou totalité, les études des pauvres. C'est ça, en partie. Enfin, des pauvres, des méritants. C'est-à-dire il y a une sélection à l'entrée et les boursiers sont évidemment sélectionnés sur dossier. Tandis qu'en France, le système est un peu différent. Premièrement, il est gratuit. Et deuxièmement, il n'y a pas de sélection à l'entrée de l'université. Alors du coup, la sélection se fait le long des années. C'est-à-dire, on élimine les gens selon les examens ou les concours. Et ici, on sélectionne au départ et l'étudiant a plus de calme dans l'ensemble de ses études, c'est-à-dire il n'est pas sélectionné année par année. Mais imaginons que vous ayez une deuxième vie, vous choisiriez quel pays pour faire vos études? C'est une vraie question. Vous iriez à la Sorbonne, vous reviendriez à Stanford, qu'est-ce que vous feriez? Je crois que si j'avais une seconde vie, je ferais ce que j'ai fait dans la première vie. C'est-à-dire que l'essentiel n'est pas d'être dans une université, l'essentiel, je crois, est d'aller d'une université à l'autre. Et je reprends le thème du voyage. C'est-à-dire, je crois qu'un philosophe ou qu'un chercheur est un voyageur. Il doit voyager, il doit connaître diverses sciences, diverses cultures. Mais attention, quand vous avez 15 ans, vous n'êtes pas encore un philosophe. C'est certain. Mais si j'avais un conseil à donner aussi bien aux Américains qu'aux Français, c'est d'aller apprendre et d'aller étudier dans le plus de pays et d'universités possible. Parce que, au fond, je peux bien vous faire une confidence. Je poursuis un idéal comme tout le monde. Et je crois qu'à force de voyager, de voir des gens différents, des sciences différentes, des cultures différentes, je désire profondément la paix par le savoir. C'est-à-dire que ces villages mondiaux préparent peut-être un monde où on aura la paix par la science. Il y a encore la guerre par la science, la guerre des cultures, la guerre des langues. Et ce que je désire passionnément et ce que je voudrais préparer à la fois dans mes livres et dans mon enseignement, c'est la paix par le savoir. Pierre Saint-Amand, haïtien, professeur de français, spécialiste du XVIIIe siècle, ancien élève de Girard et de Serres, excellente capacité pulmonaire. Cela a commencé à l'université, je prenais des cours de littérature française et j'étais passionné par le neveu de Rameau. Et j'ai décidé que ce siècle me convenait. Il fallait que je réconcilie en même temps cette passion que j'avais pour Diderot avec une époque qui n'est pas toujours très réjouissante. C'est l'époque de la raison. Alors, dans votre livre « Séduire ou la passion des Lumières », qui est publié aux éditions Méridien Klingsik, vous faites du XVIIIe siècle, non pas un siècle de la raison et des Lumières, mais un siècle tout à fait étrange, puisque vous montrez un siècle habité par des êtres nocturnes, par des séductrices lucifériennes, par des personnages un peu pervers. Pourquoi ? Ce qui me passionnait dans le roman du XVIIIe siècle, c'est justement ce double aspect. Enfin, que le roman traduisait, à mon avis, une schizophrénie à l'intérieur du XVIIIe. D'un côté, effectivement, ce qu'on connaît du XVIIIe, c'est la rationalité, celle qu'ont divulgué les philosophes. Et de l'autre, il y a une sorte de souterrain qui est habité par les puissances du désir et que nous retrouvons dans le libertinage. Il fallait que je convertisse en quelque sorte dans mon étude sur le roman du XVIIIe siècle cette technologie du désir qu'on a appelée le libertinage ou la galanterie et de voir comment le mal du désir en quelque sorte pénètre sous cette... Oui, mais quand on vous lit, on s'aperçoit qu'au XVIIIe, la galanterie, la séduction, c'est l'enfer. C'est exactement cela. Ouais.
ce désir effréné qu'ont les personnages, qu'ont ces êtres pour l'autre, et ce foudroiement qu'ils ont devant le désir de l'autre. Robert Harrison, vous êtes américain, vous êtes professeur de langue et de littérature italienne ici, à Stanford, mais vous allez devenir aussi professeur de langue et de littérature française, ce qui est quand même un exploit. Et pourquoi jouer sur les deux tableaux, sur les deux langues et sur les deux littératures? Mais pour une raison très simple, quand je suis arrivé ici il y a 4 ans, j'ai trouvé qu'il y avait un cloisonnement entre le département de français et le département d'italien. Et je trouvais que c'était dommage qu'on habite les mêmes lieux, mais qu'il n'y avait pas de communication, disons, intellectuelle entre les deux cultures. Et par contre, la tradition italienne, la tradition française sont très proches l'une de l'autre. Et donc, je me suis proposé de faire des cours des auteurs français et italiens pour montrer les liens et les ressemblances et aussi les différences. C'est ça. Donc, votre prochain programme, italien et français, mélangé. Alors, par exemple, l'année prochaine, je vais faire un cours sur Pirandello, Sartre et Beckett. Donc, Pirandello, Sartre et Beckett ensemble. Ensemble. Oui. Et puis, Vico et Descartes, par exemple, un cours sur Vico et Descartes. Mais vous ferez le même cours en langue italienne et en langue française? Mais c'est-à-dire, il faut voir si il est probable que je le fasse en anglais pour avoir une langue intermédiaire. Parce que les étudiants d'italien qui n'arrivent pas à comprendre le français et les Français qui ne comprennent pas l'italien, si je vois que tous les étudiants comprennent le français, alors je le fais en français. Alors, langue anglaise, littérature italienne, littérature française, vous êtes le plus européen des Américains. C'est vrai que vous personnifiez l'Europe par votre enseignement et par vos connaissances. C'est ça que je trouve... Mais peut-être on pourrait dire que je personnifie aussi les États-Unis, qui est quand même une culture qui est faite de l'importation des cultures. Et un mélange... Et puis vous écrivez aussi un livre sur la forêt. Oui, ça sera terminé bientôt. C'est un livre qui traite la forêt d'un point de vue anthropologique, écologique, historique et littéraire, parce que je trouve que le rapport que l'humanité a avec ce lieu-là est tout à fait particulier, énigmatique. Et quand la forêt apparaît comme symbole ou métaphore dans les œuvres littéraires, il y a toujours quelque chose de très étrange là-dedans. Pierre Saint-Amand, Robert Harrison, vous êtes tous les deux des élèves de René Girard et de Michel Serres. Alors je vais vous demander à l'un et à l'autre, d'abord quelles sont les qualités de ces deux professeurs, puis après quand même je vous demanderai leurs défauts. Ce qui me passionne chez les deux, c'est la dimension éthique de leur travail. Chez René Girard, il y a devant les affres du désir mimétique une responsabilité humaine qui est importante. Et chez Michel Serres, il y a la responsabilité que nous avons devant les objets du monde, devant la complexité qui est le destin de notre monde. Et je dirais que le défaut à la fois de René Girard et de Michel Serres, c'est qu'ils disent des choses beaucoup trop importantes pour garder un air tellement joyeux. Robert Harrison. Mais c'est-à-dire, Girard m'a appris que nous ne sommes jamais les auteurs de nos propres désirs. Et ça, c'est important. Michel Serres, par contre, m'a appris comment parler finalement des choses mêmes et d'en sortir de la clôture du langage, qui parle du langage. Et, les défauts, je ne sais pas. Oui, mais de toute façon, ils ont eu la passion de l'enseignement, tous les deux. Hein. Passion de l'enseignement. Ils ont inspiré d'une façon... Et ils vous ont marqué, tous les deux. Très profondément. Oui, très profondément. Alors, comme ça, un défaut, mais je ne le dirais pas. Un défaut oui. Mais ils n'arrêtent pas d'écrire, les deux. Ils n'arrêtent pas d'écrire, oui. Alors, c'est... Je suis très reconnaissant au système universitaire américain, qui je pense est une des grandes choses des États-Unis, qui est admirable par sa puissance, par son immensité, mais par la liberté qu'il offre. Oui, bon, alors vous êtes en train de faire l'éloge de l'université américaine, mais il est très menacé aussi. Oui, mais vous pensez que c'est une bonne chose que les universités américaines soient en perpétuelle concurrence, non seulement pour les professeurs, mais aussi pour les élèves, les étudiants? Je crois qu'il n'y a pas
de bons systèmes intellectuels. Mais je veux dire, tous les systèmes ont leurs défauts. Et la concurrence pour les publications, pour les étudiants, si vous voulez, il a abouti à beaucoup de tricheries. N'importe qui vous dira, même en physique, en mathématiques, que 99% des publications sont très très mauvaises, redondantes, n'est-ce pas, et sans intérêt. Je pense quand même que le système des publications et le système du marché est le meilleur, n'est-ce pas, dans la mesure où il reste intact. Oui, je ne veux pas sous-estimer la vie culturelle des universités françaises, mais je pense que les universités françaises aujourd'hui sont un peu trop liées au système fonctionnariat. Il y a quelque chose d'assez syndicaliste. Ici, il y a quelque chose de plus dur. Vous voyez, alors, on essaye de reconnaître la qualité. Et la qualité s'achète et se vend. Qualité des professeurs qualité des professeurs qualité des étudiants. Oui, c'est vrai que les étudiants notent le cours des professeurs. Oui, oui, nous avons à la fin du trimestre, nous leur donnons des feuilles, des formulaires qu'ils remplissent où ils vous donnent des notes. Et ils nous notent exactement comme nous les notons, ils sont plus sévères d'ailleurs. Et l'administration tient compte de leurs notes? Oui et non, à mon stade, elle ne peut plus en tenir compte. Oui, mais pour un jeune professeur, oui. Pour un jeune professeur, ça peut être très grave et ça peut être très mauvais, à mon avis, parce que ça crée des complexes, des traumatismes. Et surtout, ça peut créer de la démagogie. Vous voyez, parce que autant le système du fonctionnariat crée des messieurs les ronds de cuir, autant ce système-là peut créer une espèce de démagogie et aboutir à des formes de totalitarisme larvé. Vous voyez, alors, je ne prône aucun système. Alors, San Francisco s'honore de deux grandes universités, Stanford, qui est une université privée, et puis Berkeley, qui est de l'autre côté, qui est une université d'État. Quelle est la meilleure des deux? Elles sont réputées toutes les deux. Elles sont réputées toutes les deux. À Stanford, si vous voulez, pendant longtemps, il n'y a pas de doute que Berkeley, sur le plan international, sur le plan américain, était plus important que Stanford. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui diraient que Stanford est au-dessus de Berkeley. Ou peut-être Stanford a bien meilleure morale en ce moment, parce que Stanford... Qu'est-ce que c'est que le moral? Le moral de l'université, c'est par exemple le fait que l'année dernière, et les 2 dernières années, je crois, Stanford a battu Harvard pour la première fois en fundraising, c'est-à-dire en dons financiers faits à l'université pendant l'année. Vous voyez, alors ça c'est très fort d'arriver à battre Harvard, qui est tellement puissant. Oui, mais ça c'est le fric encore. Match de waterpolo, Stanford reçoit son éternel rival, Berkeley. My name is Colin Keeley. What's your major? I'm a business major. I'm Greg Olson, and I'm a political science major. Okay, thanks. Welcome. Greg Luce. Greg Luce, what's your major? Feminist studies. Feminist, that's good. Yeah, he's kidding. No, next one, to your left. Yeah, I'm Eric Bloom. What's your major? Civil engineering. Next one, what's your name? My name's Jim Cairns. And your major? Engineering. Engineering? Yep. We got Engineering. He's trying to get away behind you. Chip. What's your name? Chip Blankenhorn. And what's your major? Biology. Biology? Yeah. Okay. Compétition sportive, mais aussi compétition intellectuelle, qui de Harvard, Columbia, Berkeley, Stanford et tant d'autres universités aura le plus de prix Nobel, le plus de prix Pulitzer, le plus de membres de l'Académie américaine des arts et des sciences. Plus on remporte de victoires dans les laboratoires et sur les stades, et plus l'argent arrive dans les universités. Et plus les universités sont riches, plus elles ont morale, comme dit René Girard, et plus elles investissent dans la recherche, dans les bibliothèques, les sciences et le sport. Votre dernier cours portait sur quoi ici? Mon dernier cours, c'était un cours qui était sur Heidegger, sur Sartre, sur Lévi-Strauss. Oui. Et c'était un cours un peu sur le Heidegger et la double influence, les deux grandes vagues. Et votre prochain cours? Alors écoutez, je n'enseigne pas jusqu'au mois de décembre, ou plutôt 5 janvier. Mon prochain cours sera sur Shakespeare. Là, plus de cours jusqu'au 5 janvier. Oui. Et vous avez une vie formidable quand même ici. Non mais c'est vrai. Oui. Ben non, parce que j'enseigne 2 trimestres sur 3. Oui. Et là, nous sommes au 3e trimestre et je ne vais pas enseigner le 1er trimestre de l'année prochaine.
Ouais. Et vous allez enseigner quoi à partir du 5 Alors, janvier? Je vais enseigner un Shakespeare pendant l'hiver. Et au printemps, je vais enseigner un cours à 250 étudiants de première année sur le 19e et 20e siècle. Un cours de ce qu'on appelle les humanités. Mais ce cours sur Shakespeare va coïncider avec la publication prochaine d'un de vos livres sur Shakespeare. Oui, je suis en train de faire un livre, et je le fais depuis pas mal d'années, sur Shakespeare qui va paraître en anglais et en français en même temps, j'espère. Pourquoi vous l'avez écrit en anglais? Je l'ai écrit en anglais, oui. C'est la première fois que vous faites un livre en anglais? Oui, j'ai fait beaucoup d'articles, mais... Alors c'est là aussi on va crier à la trahison. Non, vous avez écrit tous vos livres en français, voilà que vous allez écrire. Non, bien que c'est sur Shakespeare. Alors, en même temps, je suis en train d'écrire un livre en français. Oui. Vous écrivez un livre en anglais sur Racine, là ce serait... Oui, ça serait... Mais c'est-à-dire que vous allez de nouveau analyser vos thèmes qui ont fait votre renommée, c'est-à-dire la violence par mimétisme, le bouc émissaire, dans les pièces de Shakespeare. Je m'efforce de montrer que non seulement Shakespeare est mimétique jusqu'au bout des ongles, si j'ose dire, mais qu'il est théoricien de la chose, qu'il est une espèce de Proust en ce qu'il fait des commentaires et que la plupart des passages très controversés chez Shakespeare, que beaucoup de gens considère comme incompréhensible, je vais les expliquer en montrant qu'il c'est de la théorie mimétique avant la lettre. Oui. Il n'y a qu'un homme qui ait jamais vu ça, c'est James Joyce. Et alors il y a un chapitre sur Joyce dans mon livre pour montrer que Joyce est le plus grand critique shakespearien. Il n'a pas été pris au sérieux. D'ailleurs dans Ulysse, il y a un chapitre sur Shakespeare qui est gigantesque à mon avis. Quand vous publiez vos livres, qui leur prête le plus d'attention? Sont les Français ou sont les Américains maintenant? Sur le plan universitaire, c'est les Américains. Sur le plan public, c'est votre public. Ouais. Et je pense qu'en France, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce public de gens qui a toujours existé, le public de Sainte-Beuve, n'est-ce pas? Le fait que le lecteur cultivé, que le médecin, l'avocat en France a envie de lire des livres, de se tenir au courant de la vie littéraire. Vous vous rendez pas compte en France à quel point c'est unique à la France. Ça existe un peu en Italie, ça existe un peu... Mais en Angleterre, par exemple, même, où il y a beaucoup de culture, mais les gens n'achètent pas de livres. Vous ne pensez pas que des René Girard, des Michel Serres, ce sont des hommes, des professeurs en voie de disparition dans les universités américaines futures? On a toujours dit ça. Je pense qu'il va y avoir des transformations. Oui, je veux dire que, par exemple, des départements de langue moderne vont peut-être se transformer, et tout ça, mais je pense quand même qu'il y aura de la suite, parce qu'il y a des étudiants enthousiastes et il y a des gens intelligents. Et quand même, l'Amérique, depuis les années 50, l'Amérique quand même se cultive. L'Amérique se transforme, lentement, mais elle se transforme. Alors qu'est-ce que c'est là, ce bâtiment-là, cette tour affreuse, il faut dire? Oui, qui n'est pas très belle et qui a été et qui appartient au département des sciences politiques et qui contient le fonds du président Hoover. Et lorsqu'elle a été construite, les étudiants se sont amusés à l'appeler la dernière érection de Monsieur le Président. À propos des directions, si j'ose dire, Michel Serres, c'est qu'on s'aperçoit qu'ici, il n'y a pas de flirt, on ne voit personne, aucun garçon embrasser aucune fille. On a même l'impression qu'il n'y a pas de sexualité sur ce campus. C'est vrai que le corps californien, enfin le corps qui est pratiqué ici, c'est le corps gymnaste, le corps musclé. Et en général, il n'y a pas d'étudiants qui ne fassent pas de la course, du saut, du water-polo, etc. C'est une sorte de religion de la gymnastique et du sport. Et d'autre part, il y a une autre religion, c'est le corps pur, c'est-à-dire pas de pharmacie, pas d'alcool, etc. Vous voyez, mais alors du coup, le corps plaisir, le corps qui mange, le corps qui boit, le corps qui fait l'amour, est un peu passé sous silence. Vous voyez, il y a une sorte de pureté générale, n'est-ce pas, qui est tout à fait caractéristique de l'Amérique, alors qu'en France, le corps du plaisir a beaucoup plus d'importance qu'ici. Ouais. Et puis alors, l'habillement de tous ces... Il est pratiquement, je dirais presque qu'ils sont en uniforme ici. Oui. Et il n'y a pas de coquetterie, par exemple, les filles. Non, rien. Ça c'est juste... un Américain ne regarde pas l'autre en train de passer, vous voyez. Cette espèce de regard critique collectif que les Français ont les uns envers les autres n'existe pas ici, de sorte que, de quelque manière que vous soyez habillés, vous passez un peu inaperçu. Vous voyez. Ouais. Alors ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que vous jouissez d'une liberté extraordinaire, mais l'inconvénient, c'est que vous êtes un peu solitaire. Vous voyez. Ouais. Cette espèce de collectivité que donne le regard de tous sur chacun n'existe pas. Alors il y a à la fois liberté et solitude. Voilà.
Et l'inverse, dans les civilisations européennes ou latines, c'est qu'on est moins libre, mais on est finalement plus solidaire. Voilà. Oui. C'est ça la vraie différence. C'est-à-dire que, est-ce que les étudiants français sont heureux dans un système comme celui-ci? Oui, parce qu'ils jouissent de la différence. C'est-à-dire que pour eux, ils jouissent d'une liberté d'allure qui n'est pas tout à fait celle de l'Europe. Vous voyez ? Cela dit, ça se paie par une solitude réelle. Ouais. L'absence de regard ou l'absence de... Le problème qui distingue les deux cultures, c'est la relation entre les hommes. Il y a un certain type de relation européenne ou latine qui n'existe pas ici. D'ailleurs, vous êtes vraiment latin parce que vous n'arrêtez pas même à vélo de vous servir de vos doigts, oui, c'est ça. Quitte à se casser la gueule sur les... Le français gesticule et l'américain ne gesticule pas. Reginald McGuinness, Canadien de langue anglaise, joli coup droit au tennis, aime jouer de la guitare classique. Mon sujet, c'est les métaphores religieuses dans la littérature française, et plus précisément chez Nerval, Baudelaire et Proust. Alors, c'est-à-dire, expliquez-nous. Ce qui m'intéresse, le sujet c'est large, comme vous pouvez l'imaginer, mais ce qui m'intéresse en particulier, c'est que ces auteurs écrivant dans un monde de plus en plus sécularisé ont chacun un répertoire intarissable de métaphores religieuses. Et je pense que cela pose également des questions sur le statut du sacré dans le monde moderne, à savoir qu'est-ce que le sacré quand il n'est plus que métaphore. Vous voyez, je parle de ces auteurs-là par rapport à un auteur classique qui lui écrivait dans un monde qui sortait du sacré, mais qui en était quand même beaucoup plus proche. Et c'est Girard qui vous a suggéré cette thèse ou c'est vous-même qui l'avez... Finalement, je pense que c'est René Girard qui me l'a suggéré, mais mettons que j'y étais déjà disposé en arrivant ici. C'est-à-dire comment disposé? Par quoi? C'est-à-dire que en arrivant à Stanford, je m'étais proposé d'écrire une thèse sur l'Ancien Testament et l'œuvre de Proust. Mettons, disons plus précisément le rôle des allusions bibliques et viéto-testamentaires dans l'œuvre de Proust. Oui. Et vous l'avez abandonné? Pourquoi? Non, je pense que le sujet est quand même semblable. Je n'ai pas changé le sujet. Ah si, je l'ai changé, mais c'était à partir d'un sujet... c'était dans la même foulée quand même. Et hier, Michel Serres m'a montré un texte de 2 feuillets et demi que vous avez rédigé sur le thème du feu, qui est absolument magnifique, magnifique par l'écriture. Alors le feu, c'est un des thèmes évidemment de Michel Serres, mais vraiment j'ai beaucoup apprécié l'élégance de votre écriture, sa précision, et vraiment vous avez une maîtrise totale de la langue française. Vous êtes bien aimable. Tout est dans le style à ce moment-là, je pense, oui. Mais là, ce que j'avais fait, c'était à partir du thème du feu, j'avais également mis en opposition les thèmes de la sagesse et de la folie, pour donner raison à Gérard de Nerval fou sur le roi Salomon sage. Gérard sachant quel était le rapport véritable entre le temps et le feu, alors que Salomon, lui, l'ignorait. Vous ne prenez quand même pas des sujets faciles, hein? Austères en plus. Hein. Oui, ça peut le paraître, mais je pense que c'est peut-être ça la gageure maintenant, parce que l'Académie n'est quand même pas ce qu'elle était il y a 100 ans. Et nous qui dansons dans les boîtes de nuit et qui écoutons le rock, je pense que si nous étudions des sujets austères, c'est quand même d'une autre manière que les gens le faisaient il y a 100 ans. Ouais. Californienne, assistante de Michel Serres, un souffle inépuisable, elle est marathonienne. Je suis née à San Francisco, mais j'étais élevée à Los Angeles, puis je suis revenue à San Francisco après. Et que font vos parents?
Mon père est agent de propriété immobilière et ma mère est femme de ménage. Oui, Voilà. et comment avez-vous été amené à choisir, si tant est que vous ayez choisi la langue française? C'est-à-dire que quand j'avais 5 ans, j'étais dans une école où on commençait à parler français comme ça. Et alors, j'ai continué à parler français pendant toute ma carrière de jeunesse. Et à l'âge de 14 ans, je suis allée au lycée en France, à Annecy. À Annecy. Voilà. Et vous êtes resté 1 an? 1 an, Oui. voilà. J'ai resté avec une famille comme ça. C'est-à-dire donc que la langue française et la littérature française vous ont séduite? Ma passion, voilà. Et vous passionnent? Oui, voilà. Alors, je regarde le thème de votre thèse, c'est l'alcool et l'alcoolisme dans les Rougon-Macquart d'Émile Zola. Voilà. D'abord, pourquoi Émile Zola? Vous aimez beaucoup le 19e siècle? Oui, c'est-à-dire que j'ai choisi le 19e siècle en fonction d'Émile Zola. Oui. Parce que les livres de Zola, c'est-à-dire le Rougon-Macquart, ils étaient toujours mes livres de chevet, quoi. Pendant ma jeunesse, tout ça. Alors, quand l'heure pour la thèse est arrivée, j'ai dû choisir. Alors, je me suis dit, bah, vous aimez bien Zola, alors j'ai choisi Mais Zola. pourquoi aimez-vous bien Zola? Parce que ça m'a beaucoup enseigné sur le 19e, alors du point de vue de l'histoire, voilà. Et aussi, je voyais un lien avec ces temps-ci, avec aujourd'hui, et avec mes expériences aussi. Oui. Vous pensez aussi que Zola décrit souvent des sociétés en crise et que aussi là l'Amérique est en crise aussi. Donc, vous voyez Oui. des correspondances entre. Oui, voilà, surtout par rapport aux drogues Oui. et l'alcool. Je concentre sur l'alcool. Oui. Et voilà. La grande question que Zola pose dans ses livres, à mon avis, c'est pourquoi est-ce qu'on se drogue dans une telle société? Pourquoi on se drogue? Voilà. Ah oui. Voilà. Alors, d'où le thème de l'alcool et de l'alcoolisme. Voilà. Oui. Pourquoi est-ce qu'on s'alcoolise? Oui. Mais c'est quand même curieux d'avoir choisi ce sujet qui est quand même très particulier dans l'œuvre de Zola. Est-ce que vous avez choisi ce sujet de l'alcool et l'alcoolisme pour des raisons, je dirais, personnelles, familiales, et que vous demandez à Zola de répondre à des questions que vous vous posez? Voilà. Oui, Oui. oui. Ça fait partie de mes expériences. C'est ça, de l'expérience et donc de vos interrogations très personnelles. Oui, oui, Oui. de mes intérêts, oui. C'est quand même étonnant de se dire que voilà une Californienne d'aujourd'hui, de la fin du XXe siècle, qui interroge Zola et Zola lui apporte les réponses Voilà. qu'elle souhaite. Oui, oui. Oui, tous les jours. Tous les jours? Vous venez ici? Je viens ici. C'est comme en France, vous venez au bal, mademoiselle, souvent? Oui. Attendez, excusez, vous faites du jogging. Vous venez sans vos parents? Alors c'est presque une invitation. Maintenant, on flirte dans les joggings. Eh oui. Bon, alors Ada Giusti, vous êtes italienne de naissance, mais vous êtes née en France, vous avez vécu longtemps à Paris. Oui. Jusqu'à 13 ans. J'ai vécu 13 ans à Paris, Oui. rue de la Roquette. Et vos parents ont émigré. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient du travail, ils sont des ouvriers et ils rêvaient de l'Amérique eux aussi. Et alors 15 ans après, est-ce que vous avez l'impression de n'être plus du tout une Européenne, mais une Américaine? Non, pas du tout. Au contraire, je me sens tout à fait européenne. Oui. C'est vrai? Oui. Mhm. C'est-à-dire que et pourtant, regardez, vous faites du jogging. Et les Américains oui, font du jogging. oui, alors, c'est vrai. tous les Ben, matins, vous faites du jogging. Alors, je dirais plutôt que je suis européenne et un peu américaine. J'ai fait du jogging, mais je fume encore et je vais dans les cafés, voilà. Alors, C'est ça, mais il n'y a pas un refus quand même chez vous de la vie américaine, simplement vous essayez de vous intégrer. oui, j'essaye de m'intégrer, mais je ne peux quand même pas oublier les premières 13 années de ma vie et la Oui. culture. Et les vrais que j'ai Américains reçue dans votre en famille, ce seront vos enfants. Oui. Voilà, alors quelle thèse avez-vous choisi? J'ai choisi l'image de l'Italie dans la littérature française du 19e siècle. Donc à travers quel... À travers Stendhal, Chateaubriand, Madame de Staël et George Sand. Autrement dit, vous avez choisi un sujet qui est une sorte d'hommage à vos deux racines italiennes et françaises. Et oui. Quelle image les écrivains français donnent de l'Italie de cette époque? Je dirais qu'ils en donnent plusieurs. J'ai pensé que les deux nations étaient comme les sœurs latines, on les appelle souvent les sœurs latines. Et il me semble que les Français voient l'Italie comme la sœur aînée, souvent, à cause des ruines et de l'histoire romaine en Italie, et comme la sœur aimée, et malheureusement la sœur humiliée aussi, quelquefois.
Ben voilà un jogging bien agréable, j'ai pas l'habitude, hein, mais c'est très agréable de faire un jogging avec vous. Et puis avec Stendhal, Madame de Staël, Eh oui. c'est mon bonne compagnie. Merci. Yann Cromie, vous êtes de quelle région des États-Unis? Je viens du Minnesota. Oui, qui était. Alors dites-le Qui est- pour les Français, parce que le juste, Minnesota. C'est juste à côté des Grands Lacs et c'est juste à gauche du lac supérieur. Mais vous venez d'une ville ou d'un village Je viens d'un tout petit village qui s'appelle Argyle et la population c'est 750 personnes. Ah oui, donc un tout petit village, Oui, je qui suppose est- que ce sont des agriculteurs. Oui. Vos parents? Mon père est agriculteur Oui. et tous mes cousins. Et alors, comment avez-vous été amené à choisir la langue française dans ce petit village? Oh, je crois que c'était par un sens d'aventure que j'avais envie d'aller en France et à mon université, il y avait un programme d'échange entre mon université et une petite ville en France qui s'appelle Nevers. Et j'y suis passée il y a 10 ans. Et quel sujet de thèse avez-vous choisi? J'ai choisi le sujet de l'image du paysan dans la littérature française, par exemple chez Balzac. Et je voudrais étudier les effets de la Révolution sur cette image du paysan. Mais alors, c'est intéressant puisque vous avez dit tout à l'heure que votre père est fermier, donc c'est presque un hommage à vos parents à travers ce sujet, Oui, un hommage à vos origines. Oui, parce que c'est un monde qui est en train de disparaître et le monde agricole a beaucoup changé et maintenant c'est très mécanisé. Nous avons, par le contrat social, laissé le lien qui nous rattache au monde, laissé le lien qui relie le temps qui passe et coule au temps qu'il fait, celui qui met en relation les sciences physiques et les sciences humaines, le droit et la nature, la politique et la physique, le lien enfin qui adresse notre langue aux choses muettes, passives, obscures, qui aujourd'hui, en raison de nos excès, reprennent voix, présence, activité, lumière. Nous ne pouvons plus les négliger. Peut-on pratiquer, dans nos attentes inquiètes, une religion diligente du monde? C'est à l'émergence de ce nouveau et troisième temps que je vous conviais ce soir. Je vous remercie. Michel Serres, vous venez 2 fois par an, donc à Stanford, pour 2 séries de leçons. 2 séries de leçons. Et chaque fois, c'est combien de leçons? Mon contrat porte sur 5 semaines et je fais une leçon de 2 heures par semaine. Et à chaque fois, j'ai comme sujet du cours le livre que je suis en train d'écrire en général. Et vous avez publié il y a quelques semaines chez Bordas un gros volume dont vous êtes le directeur, c'est un ouvrage collectif intitulé Éléments d'histoire des sciences. Donc il est né d'une certaine manière ici, à Stanford. Oui. Dans les trimestres qui ont précédé, j'ai fait comme cours ici même, dans la salle où nous sommes, les 2 chapitres que j'ai rédigés et même l'introduction ou la préface à ce livre-là. Éléments d'histoire des sciences, c'est un titre qui paraît modeste, pourquoi pas tout carrément histoire des sciences. Modeste relativement, parce que éléments, en effet, c'est les choses élémentaires, mais éléments, c'est aussi le titre d'Euclide, éléments des mathématiques ou les éléments de géométrie, et le titre de Bourbaki. Alors c'est un titre à la fois modeste, mais étant donné les citations ou les références que ce titre peut avoir, c'est aussi un petit peu prétentieux. Alors, quelle est l'équipe que vous avez dirigée, constituée de... Généralement d'historiens des sciences, mais il y a aussi des historiens professionnels, il y a des mathématiciens, des informaticiens, et j'ai surtout cherché des spécialistes assez pointus de questions comme l'Égypte, la Mésopotamie, ainsi de suite. Oui. Mais alors, un ouvrage comme ça s'adresse à qui Ça s'adresse en général au ce qu'on appelle le grand public cultivé. Ce n'est pas la peine d'être très très spécialiste, mais tout de même, il faut avoir un intérêt bien précis pour l'histoire des sciences, et ainsi de suite. Bon, donc on ne peut pas faire toute l'histoire des sciences, parce qu'il faudrait des tas de volumes, il faudrait des centaines de collaborateurs, mais vous consacrez 22 chapitres à l'histoire de la science, et vous appelez ces chapitres des bifurcations. Qu'est-ce que c'est qu'une bifurcation? On a beaucoup discuté au départ comment on ferait ce livre, et la première évidence qui s'est imposée à nous, c'est qu'il était impossible de faire la totalité des sciences dans la totalité des temps, pour la totalité des hommes, dans la
totalité de l'espace, ce qui reviendrait à mettre dans un livre toutes les bibliothèques, c'est impossible. C'est donc une encyclopédie qu'on a évité de faire. Donc on a évité de faire l'histoire globale et les sciences globales. Et on s'est posé la question, qu'est-ce que l'histoire des sciences? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'histoire des sciences? Alors, on a, à la suite de beaucoup de réunions et de beaucoup de discussions... de polémiques. Et de polémiques, parce qu'on n'avait pas tous les mêmes idées sur la question. On a choisi les questions principales. Par exemple, quand la science est-elle née? Nous ne savons pas vraiment, il y a des discussions là-dessus. Est-elle née en Grèce? Est-elle née en Égypte? Est-elle née en Mésopotamie? Est-elle née en Europe au XVIe siècle? C'est toute une question qui n'est pas encore résolue, et nous avons fait un chapitre sur cette question. Et vous apportez des pièces. Et on apporte des pièces, et on apporte des jugements, et ainsi de suite. Deuxième question, est-ce qu'on appelle science toujours la même chose? C'est un concept qui évolue. Par exemple, au Moyen-Âge, on appelle la théologie une science. Maintenant, on a tendance à ne plus appeler la théologie une science. Par conséquent, on a fait de nouveau un chapitre sur la question de savoir qu'est-ce que la science, et ainsi de suite. Alors, chaque participant à ces éléments d'histoire des sciences est l'auteur de 2 contributions. Vous aussi. Moi aussi. Alors, vous avez fait, alors là, c'est très savant. J'ai fait le début de la géométrie en Grèce, parce que c'est un problème très important. Et ensuite, Paris 1800, c'est-à-dire le portrait de ce que peut être la science sous la Révolution française. Oui, alors ça, c'est évidemment passionnant, puisque c'est le bicentenaire. Vous montrez que la Révolution française, c'est pas seulement l'affaire des politiques ou des philosophes des Lumières, mais c'est surtout l'affaire des... Oui, on peut dire que la Révolution... Des savants. Oui, des savants. J'ai même tendance à dire, après avoir beaucoup travaillé sur cette question, que la Révolution a été faite par les savants. Oui, c'est peut-être un peu exagéré. Peut-être un peu exagéré, mais nous qui sommes historiens des sciences, nous avons envie de dire à nos collègues historiens, n'oubliez pas que les grands noms qui sont tout à fait cités le plus souvent dans la Révolution, comme par exemple Lazare Carnot, qui est au comité de salut public, on ne sait jamais que c'est le plus grand mathématicien de son temps, un géomètre, l'inventeur de la topologie. Par exemple, Condorcet, qui est très connu comme conventionnel, dont on sait mal qu'il a été un grand statisticien, un mécanicien, etc. Laplace, Lagrange, tous ces gens-là participent à la Révolution. Bailly, le maire de Paris. Bailly, le maire de Paris, est le meilleur astronome de son temps. Il est historien de l'astronomie. Et pour finir, un géomètre qui, vers les années 1788, propose à l'Académie des sciences la solution d'un problème de géométrie pure qu'on n'arrivait pas à résoudre, et qui désormais est connu sous le nom de solution de Bonaparte. Et voilà un géomètre qui devient empereur. Oui, vous avez quand même oublié au passage un autre inventeur de la Révolution qui a une grande renommée, c'est le docteur Guillotin. Oui, c'est vrai que depuis l'abolition de la peine de mort, on a oublié son invention majeure. Oui. Alors pour terminer, Michel Serres, sur cet ouvrage, si je vous demandais comme ça tout à trac, quelles sont pour vous les 3 plus grandes découvertes scientifiques? Comme ça, en répondant rapidement, voilà. Je dirais volontiers, premièrement, l'invention de la géométrie en Grèce, certainement. Deuxièmement, l'invention par Galilée de la physique moderne, certainement aussi. Et troisièmement, le grand démarrage de la biologie contemporaine avec la découverte des microbes par Pasteur. Et je réponds cela parce que je suis absolument persuadé que pour comprendre un moment donné, il faut comprendre la science de ce temps. Pour comprendre notre temps, il faut comprendre la science de notre temps, et on ne peut pas comprendre la Grèce sans mettre en jeu l'extraordinaire jaillissement qu'a été l'invention des mathématiques. On ne peut pas comprendre l'arrivée des temps modernes sans se référer à cette extraordinaire arrivée de l'objet scientifique d'observation et d'expérimentation, et on ne comprendrait rien au temps moderne si on ne faisait pas allusion à la médecine et à la biologie. Aujourd'hui, Michel Serres a du temps, time. Mais le temps, weather, est frisqué. Un étudiant américain qui a eu Michel Serres comme professeur et à la Sorbonne et à Stanford me disait qu'à la Sorbonne, en dehors du cours, il voyait Michel Serres passer dans les couloirs. Tandis qu'à Stanford, il pouvait déjeuner avec lui, bavarder avec lui, prolonger la conférence et rire avec lui. Favorisé par la vie sur le campus, il y a entre étudiants et professeurs un commerce très sympathique, tout à fait normal. Il est vrai que Michel Serres s'y prête particulièrement, avec humour et une très évidente bonne humeur. Et il disait ça dans une sorte de grand amphithéâtre où il faisait une conférence. Et à ce moment-là, un étudiant tout à fait au fond répond lui, ouais. Je crois qu'en anglais c'est dit ya. Ça vous semble pas particulier à Stanford ou je sais pas aux États-Unis, ce type de relation qu'on peut avoir avec vous? C'est un peu particulier, mais ça tient aussi au nombre.
Lorsque un professeur a 12 étudiants, il peut avoir des relations très faciles avec chacun d'eux. Lorsqu'il en a 200, voire 1000, il lui est impossible d'avoir des relations simples. Alors ça, d'abord une affaire de nombre, et puis ensuite c'est une affaire d'espace. Les universités françaises en général sont dans des villes, de sorte qu'après le cours, les étudiants s'en vont, chacun chez soi ou à la bibliothèque, etc. Tandis que dans l'université américaine, il y a une vie de campus. Oui. Donc l'étudiant et l'enseignant vivent pratiquement la journée ou la demi-journée dans le même espace. Et par conséquent, déjeunent ensemble, se rencontrent, peuvent se voir, et ainsi de suite. Donc c'est à la fois une affaire de nombre et d'espace. C'est ça la vraie grande différence. D'autre part, il y en a peut-être une autre qui est intéressante. C'est que ce qui caractérise le français, c'est l'esprit critique. N'est-ce pas? Et ce qui caractérise l'américain, c'est l'esprit positif. Je dirais volontiers que l'américain dit oui quand le français dit non. Et par conséquent, l'Amérique est un pays de la bonne volonté et la France est un pays de l'esprit critique. De sorte que, dans l'enseignement, un professeur français dira le plus souvent la critique à son étudiant, ce qui ne va pas. Oui. Et un professeur américain dira volontiers « tu es bon, tu peux réussir » et il le tire vers le haut. L'un le pousse et l'autre le tire. Et après 20 ans d'enseignement dans les deux pays, un pied de chaque côté de l'Atlantique, je m'aperçois que c'est peut-être ce qui caractérise le plus la différence entre les deux. Mais qu'est-ce que tu préfères? Je crois que les deux ont les avantages. À première vue, le plus intéressant, c'est de tirer l'étudiant vers son meilleur. Mais il y a aussi dans la critique systématique une sorte de volonté exaspérée de perfection. Alors je crois que la technique américaine permet aux gens les plus nombreux d'arriver à... Tandis que la technique française est presque plus élitiste, c'est-à-dire on en tire moins, mais ils sont peut-être plus excellents, tu vois, parce qu'ils sont plus sculptés par la critique. Bruce Winslow, vous êtes, vous, de quelle région des États-Unis? Du nord-est des États-Unis, de Boston, dans le Massachusetts. Et pourquoi vous choisissez, vous, la langue française? Oh, c'est une question difficile. Je pense parce que moi, j'adore parler le français aussi. Le français, c'était mon meilleur sujet à l'école. Et puis, parce que vous êtes doué, vous étiez doué. J'étais très doué en français, mais je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime beaucoup la vie intellectuelle, spirituelle française. Oui, à travers quels auteurs? Oh, à travers, par exemple, les auteurs classiques aussi bien que... Pascal, par exemple. J'aime beaucoup le côté un peu mystique des Français. Ah, vous aimez les mystiques? Oui, les mystiques, ah, oui. Donc c'est pour ça que vous êtes, alors, suivez le cours de René Girard. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Les mythes me fascinent. Et alors, en dehors de la langue française, de la littérature française, des mythes français, qu'est-ce que vous aimez dans notre pays? Ah, je ne sais pas. J'aime beaucoup chanter en français. Vous aimez chanter en français? Ah oui, j'adore chanter en français. Et vraiment? Oui, non, vraiment. Je chante. Oui, non, mais c'est quoi, au clair de la lune ou bien des opéras? Oh, des opéras, des opérettes, mais aussi le folklorique, des choses. Mais j'aime beaucoup Massenet, par exemple. Massenet. Vous pouvez chanter Massenet? Oui. Maintenant? Oui, si vous voulez, oui. Oh, je ne sais pas. Oui, vraiment. Oui, par exemple, je ne sais pas. Le rêve de Des-Grieux. Très bien. Très bien. Instant charmant où la crainte fait trêve, où nous sommes deux seulement. Tu es maintenant en marchant, je viens de faire un rêve. Comme ça. Alors, quel est votre travail en dehors de chanter? Parce qu'on voit un homme léger comme ça, mais je suppose que vous travaillez. Bon, alors ça, c'est quoi? Oui. Ça, c'est la cloche de... Oui, mais c'est le temps linéaire. Maintenant, nous sommes dans le temps cyclique. Oui. Je m'intéresse beaucoup à la différence entre les deux temps, le temps et le temps. Oui, mais ça, c'est l'influence de Michel Serres. Hein. Exactement, parfait. Oui. Et je voudrais voyager aux îles du Pacifique du Sud parce que je m'intéresse au mythe de Tahiti dans la littérature française. Ça me fascine. Je dois y aller, absolument. C'est absolument. Et vous faites votre thèse là-dessus? Exactement, je fais ma thèse là-dessus. Pourquoi Tahiti? Je comprends très bien, expliquez-moi ça. Parce que il y avait un sondage très récemment dans l'Express, un sondage d'opinion, dans lequel les Français on a posé des questions en français. Quelle île, quel endroit, quel lieu est-ce que vous voudriez aller? Magique. Magique, exactement, pour évader, pour l'évasion. Et on a choisi, un pourcentage extraordinaire a choisi Tahiti.
Et ça continue dans le mythe, dans les rêves français. Alors vous êtes tous les élèves volontaires de René Girard et de Michel Serres, et ma première question c'est de demander pourquoi vous avez choisi de recevoir leur enseignement. Quels avantages y trouvez-vous? Quels bénéfices intellectuels en retirez-vous? J'espère que vous en retirez beaucoup de bénéfices. Qu'est-ce qui peut m'expliquer ça? Alors qui veut me dire un choix personnel par exemple? Pourquoi Girard, pourquoi Serres? Qui peut répondre tout de suite? Non mais c'est pas possible. Vous êtes bloqué ou quoi? Allez, voilà. J'ai une question pour Michel Serres et René Girard. Dans Rome est dédié à René Girard qui a accueilli Michel Serres aux États-Unis d'après la dédicace. Et dans Le Bouc émissaire ou Les choses cachées, on trouve très souvent des traces d'échanges entre René Girard et Michel Serres. J'aimerais qu'ils nous disent ce qui les rapproche. Alors, René Girard. Moi, je dirais deux choses, peut-être. Je dirais d'abord qu'il y a le midi de la France. Ça, c'est pas une réponse théorique. Mais avec Michel, je retrouve bizarrement certains aspects... L'un de Montpellier et l'autre d'Agen. Moi, d'Avignon. Avignon, pardon. Je retrouve certains aspects de mon enfance. Je me surprends en train d'utiliser des termes qu'utilisait ma mère ou ma grand-mère et que je n'ai pas utilisés depuis 50 ans. Et je les essaie avec Michel. Et 9 fois sur 10... je lui sers de grand-mère. 9 fois sur 10, Michel les utilise ou les connaît ou connaît une version légèrement différente de provençalisme. Mais sur le plan intellectuel, alors je dirais qu'avec Michel, ce que j'ai en commun, c'est peut-être une certaine attitude vis-à-vis des idées. Michel ne croit pas aux méthodes. Et moi, je ne crois pas non plus. Je crois que le vrai savoir se situe toujours... c'est toujours des trucs qui tombent entre des compartiments déjà faits. Et tout ce qu'on met dans des compartiments déjà faits, ou tout ce qui est déjà là, n'a plus beaucoup d'intérêt, n'est-ce pas? Parce que avoir une méthode, c'est ne rien trouver. Moi, j'ai dédicacé mon livre à René, mon livre de Rome à René, simplement parce que la théorie de René m'a permis de faire le rapport entre l'histoire des sciences et l'histoire des religions. Or, ce qui m'a toujours passionné, c'est le rapport qu'il peut exister entre l'histoire des sciences et l'histoire des religions. Et René m'a beaucoup aidé pour pouvoir faire cette relation. Oui, mais sur ce que vient de dire René Girard, c'est-à-dire ces compartiments qui, au fond, ne seraient pas très intéressants, et c'est ce qu'on met entre les compartiments. Ça a toujours été la passion de ma vie, parce que je suis scientifique d'origine et littéraire de formation seconde, et j'ai toujours été, comme René, impatient ou irrité parfois par les découpages universitaires concernant les spécialités. Une vie est très courte, vous savez, sur le plan des idées. Moi, c'est ça qui me frappe. Moi, je crois qu'il faut 25 ans pour développer une idée. Alors, mais là, avec Michel, nous n'avons pas le même rythme. Non. Michel est fulgurant, n'est-ce pas? Moi, je suis toujours là. Où Michel dit, moi, j'enfonce le même clou. Et qu'est-ce que tu dis souvent? Je crois qu'il y a des sangliers et des renards. Oui. Toi, tu es un sanglier, moi, je suis un renard. Expliquez la différence. C'est-à-dire, un sanglier, c'est un homme qui... c'est un homme. C'est une espèce bien particulière qui creuse toujours, qui creuse. Voyez, tandis que le renard est une espèce particulière qui explore un peu partout. Et je crois qu'il y a deux sortes d'esprits, et c'est vrai dans toutes les spécialités. Si vous voyez les mathématiques aussi, il y a des gens qui ont eu une idée, une théorie, qu'ils ont approfondi leur vie durant, et au contraire, ceux qui travaillent latéralement et qui explorent des espaces de plus en plus larges, quitte à faire la synthèse à la fin. Mais vous êtes content, vous, d'être renard et pas sanglier? C'est ma nature. Et vous êtes content d'être sanglier et pas renard? Content, enfin, je pense que... je pense que je suis effectivement plus sanglier. Oui. Mais en même temps, ça cache des fois des renardises. Ça cache des renardises. Feutrées. Oui, je regrette beaucoup de ne pas être un sanglier. Oui. Mais enfin, alors je comprends pourquoi ce département français a des étudiants heureux, parce que tous ces élèves, tous ces étudiants ont à leur disposition et un renard et un sanglier. Deux animaux. Et au fond, nous terminons cet entretien par une sorte d'hommage à La Fontaine. Voilà. Le renard et le sanglier.